Alors, aujourd'hui, le thème, c'est la procrastination. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, fait partie de nous, de base. Certains sont plus enclins à être des procrastinateurs professionnels, d'autres beaucoup moins. On n'est pas tous faits de la même manière et on réagit pas de la même manière non plus. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faut combattre de manière intelligente, l'utiliser comme une force plutôt que de voir ça comme une faiblesse, et notamment dans son business. Donc, l'approche, elle consiste déjà à trouver, entre guillemets, les origines de la procrastination. Les origines de la procrastination, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas anodin, dans la mesure où on n'est pas procrastinateur du jour au lendemain. Il y a forcément des ancrages au précédent, des événements qui se sont passés, ou des répétitions de phrases, notamment de nos parents, qui peuvent déclencher cette fameuse procrastination. Donc à partir de là, il faut essayer de trouver pourquoi on est comme ça. Alors, j'aimerais remonter un peu plus facilement en arrière. Alors j'avais noté quelques exemples, pas vous dire de bêtises sur ce que j'ai noté pour pas l'oublier. Alors, des exemples de procrastination quand on est plus jeune, ça commence avec du genre ne pas débarrasser la table. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très intelligents et qui trouvent toujours un moyen d'esquiver le fait de débarrasser la table après un repas en famille. Alors vous me direz, c'est plutôt intelligent, la démarche elle est de trouver la bonne astuce, la bonne méthode, la bonne excuse pour s'esquiver. Donc là, ça pourrait être considéré comme pas forcément de la procrastination justement. Pour autant, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc, vous faites de façon à pas le remettre, parce qu'à un moment donné, ça peut pas rester éternellement sur la table, mais à éviter. Mais du coup, la procrastination, c'est aussi ça. C'est autant remettre au lendemain, entre guillemets, à plus tard, ce qu'il faudrait faire et qu'on veut pas, mais pour autant, dans l'idée, c'est on cherche à l'esquiver, à ne pas le faire. Donc, voilà, débarrasser la table, ranger sa chambre, hein, par exemple, c'est le genre de truc qu'on peut avoir. On pourrait se dire que finalement, toutes ces approches-là, enfin, c'est que deux exemples, mais toutes ces situations-là où vous avez essayé d'esquiver, vous avez repoussé au maximum, etc., ranger la chambre, hein, clairement, à part se faire taper dessus, entre guillemets, majoritairement, on n'aime pas forcément faire ça quand on est enfant. Eh bien, peut-être que dans l'approche de toutes ces tâches-là qu'on a voulu retarder, repousser, il y avait les devoirs aussi, il y a des tâches comme ça quand on est plus jeune, qu'on esquive, qu'on essaye de repousser le plus possible, et on se trouve tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Et en fait, le truc il est là, c'est que très jeune, on a des rapports aux obligations, aux responsabilités qu'on a, qui sont déterminées, entre guillemets, des bonnes habitudes qui sont déterminées par le comportement des parents. Il y a des parents qui vous responsabilisent pas. Alors, je vous donne un exemple que j'aime beaucoup. J'ai une cliente qui a une adolescente de 16 ans, et c'est elle qui lui programme son réveil pour le lendemain. Expliquez-moi voir comment vous pouvez responsabiliser un enfant. Expliquez-moi voir comment cet enfant-là, quand elle sera plus âgée, adulte, comment elle est dans une démarche de responsabilisation dans sa vie. Donc du coup, elle va être encline, très clairement, à procrastiner. Puisque d'autres personnes font ce qu'elle a à faire, puisque on lui donne pas ses responsabilités et on l'oblige pas à être sur cette responsabilisation, il y a de fortes chances qu'elle procrastine à gogo. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très courant.
Et du coup, on se retrouve en tant qu'adulte à dire, et on ne le voit pas forcément d'un bon œil, parce que c'est pas forcément vu d'un bon œil, mais je trouve que c'est pas si négatif que ça. Voilà, je suis un procrastinateur professionnel. Ouais, ok. Ça donne pas une bonne image de soi, ça peut ne pas être très valorisant non plus aux yeux des autres. Et pourtant, un procrastinateur professionnel, de mon point de vue, c'est un avantage énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la qualité de son défaut. Quand on est procrastinateur professionnel, et Dieu sait que la procrastination, elle nous chope n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. L'idée, c'est, la base, c'est je remets au lendemain, je repousse, si je peux ne pas le faire, c'est encore mieux. J'ai pas envie de le faire, c'est désagréable à faire, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Mais du coup, quand on est un professionnel comme ça de la procrastination, on pourrait utiliser son cerveau et se dire, ok, puisque je suis comme ça, alors ça peut être changé certes, mais je peux trouver 1001 manières de me débarrasser de cette tâche-là. Et dans son entreprise, c'est quelque chose qui est vachement plus facile à gérer. Dans le quotidien avec son entourage, ça peut être plus délicat. Mais dans son entreprise, la procrastination, c'est quelque chose de fabuleux parce que justement, on a un privilège en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on peut déléguer. Et à partir de là, toutes les choses que vous avez à faire, toutes les contraintes que vous pouvez trouver dans votre business, elles peuvent majoritairement s'envoler parce qu'on peut déléguer. Mais on pourrait aussi trouver des outils en ligne pour automatiser. On pourrait aussi, hormis la délégation à un salarié ou à un prestataire, carrément trouver une entreprise qui prenne en charge tout un tas de choses que vous n'aimez pas faire. Et ça, c'est assez simple et c'est assez facile, c'est assez pratique. Après, il est clair qu'il y a quand même des choses, quand on est chef d'entreprise, sur lesquelles on ne peut pas vraiment passer. Des choses qui ne sont pas forcément marrantes, pas forcément agréables. Alors, un exemple que j'avais noté, qui revient souvent, c'est tout ce qui va concerner la comptabilité. Bon, ça, c'est vraiment le truc pénible, hyper désagréable, surtout quand on n'a pas de notion de compta, surtout quand on n'est pas très chiffre. C'est vraiment le genre de truc qu'on retarde, mais bon, entre les fiches de paye qu'il faut valider, les déclarations de TVA, le bilan. Il y a aussi la planification du prévisionnel, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est zappé majoritairement, même dans les grosses entreprises, enfin les grosses, tout est relatif, mais j'ai eu un client qui avait plus d'une vingtaine de salariés qui n'avait jamais fait de prévisionnel. Jamais de comptabilité analytique, jamais calculé ses coûts de revient, qui avait fait à la louche une estimation de ses charges mensuelles. Donc ça devient fou, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et quand on procrastine à mort sur ce genre de truc, le problème c'est que à ne pas gérer correctement son argent, eh bien on se retrouve souvent dans des situations financières plus que délicates. Donc du coup, la procrastination, là où c'est mal vu, là où c'est mal perçu, là où on pourrait dire que c'est un gros défaut, la procrastination, ça peut être une grande qualité. Parce qu'on va déléguer différemment, parce qu'on va trouver de quoi se faciliter la vie, parce qu'on va essayer de trouver des raccourcis. Ouais, mais attention, le raccourci, oui, mais on reste quand même dans le résultat des actions doit être de qualité. Si c'est pour prendre des raccourcis et bâcler le travail, je vous rappelle quand même que on n'est plus à l'école, que vous n'allez pas être jugé sur la qualité entre guillemets du résultat par une personne, mais par votre audience, par votre marché, par vos clients. Donc vous pouvez pas vous permettre de bâcler le travail. Pour autant, voilà, on peut trouver de manière plus fut-fut cette approche comme ça d'effectuer des actions plus intelligemment quand on est un procrastinateur professionnel. Un autre point important dans la procrastination, j'entends souvent ouais, je le fais pas, j'ai pas envie. Alors si on va gratouiller par là, le j'ai pas envie, c'est souvent une flemme, ok, pas de problème, mais ça peut être aussi
une émotion un peu moins flagrante, qui est la peur. Voilà, je le fais pas, j'ai pas envie, je le retarde parce que j'ai peur, parce que je n'ai pas de connaissances en la matière, parce que je préférerais faire autre chose qui sera plus agréable. On n'a pas envie de se mettre en dehors de sa zone de confort, parce que finalement ce qu'on doit faire, peut-être que justement voilà, quelqu'un va mettre un œil dessus, va juger, va critiquer, et qu'on n'a pas envie. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas tant procrastinateur véritablement entre guillemets, c'est juste que on écoute ses émotions, on réfléchit un peu de trop, mais on écoute ses émotions et on laisse ses émotions prendre le contrôle, et on laisse ses émotions prendre le pouvoir sur son planning, ses obligations, ses responsabilités. Et ça, on se rend compte que finalement, est-ce que c'est vraiment être adulte que de laisser ses émotions prendre le dessus? Est-ce que c'est vraiment être responsable, si on laisse une fois de plus les émotions prendre le dessus? Et clairement, si je vais beaucoup plus loin, c'est comment être un leader si on laisse ses émotions prendre le pas. Le business, c'est des chiffres, c'est de l'analyse et de la réflexion, mais c'est en aucun cas des émotions. Donc, cette approche-là peut vous faire dire que finalement, vous procrastinez, mais parce que derrière, vous avez les chocottes. Et quand on a les chocottes, dans la vie courante, une fois de plus, ça peut passer. Dans l'entrepreneuriat, deux options. On fait ou on fait pas. Mais si on fait pas, il y a un moment donné, on payera le prix. À chaque fois que vous décidez de ne rien faire, parce que c'est une décision de ne rien faire, à chaque fois que vous décidez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre choix, comme l'autre choix d'agir, aura toujours des conséquences, et que derrière, il y a des responsabilités à assumer, parce qu'on a fait le choix de ne rien faire. Première des choses à faire sur cette approche-là, c'est essayer de creuser en soi quand on remet comme ça un petit peu au lendemain, on décale, on repousse, c'est analyser vraiment l'émotion qu'il y a derrière. J'ai été étonnamment surprise de la palette d'émotions, et on a une très belle langue, donc il y a tout un tas de mots pour exprimer nos émotions. Les gens se limitent à la peur, l'envie, qui n'est pas forcément une émotion d'ailleurs, mais la peur, la joie, l'amour. On utilise un vocabulaire très limité pour exprimer nos émotions, et on ne sait pas toujours avec exactitude les exprimer. Mais quand on fait des recherches et qu'on a cette fameuse liste des émotions, on s'aperçoit qu'on est capable de faire beaucoup plus subtil. Donc, première chose, on analyse son émotion. On essaye de voir ce qui pêche, ce qui empêche d'avancer. Deux, on travaille sur l'émotion. Accessoirement, on est capable, et je suis la première à le dire et à le répéter, vous contrôlez votre cerveau, clairement. Donc, vous pouvez faire l'effort de vous concentrer sur l'émotion et de travailler sur une nouvelle vision avec un switch de votre cerveau, une nouvelle vision de cette émotion-là pour la sortir, pour la faire dégager. Et s'il n'y a plus d'émotion, normalement, on peut plus facilement faire les choses. Vient se greffer aussi, en plus du fait de ce pouvoir que peut avoir l'émotion qui nous empêche de bosser correctement, il va y avoir aussi le fait qu'on réfléchit beaucoup trop. Mais vraiment, on réfléchit beaucoup trop. On passe son temps, alors, hormis le fait qu'une fois de plus, on s'inquiète de ce que les autres pourront penser, de comment ça va être perçu, qu'est-ce qui va en découler, on se fait des nœuds au cerveau. Mais on essaye toujours de fonctionner avec pour faire mieux, et encore plus mieux bien, et encore plus mieux bien, tout ça parce que peur de l'échec. Donc du coup, à trop réfléchir, finalement, on s'aperçoit qu'une fois de plus, il y a encore peut-être une émotion derrière qui vous influence. Et c'est fou parce que quand... alors, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, je n'ai pas réussi à trouver un exemple bien concret là-dessus, mais à chaque fois que je creuse avec quelqu'un, avec un client, je retombe toujours sur ça. Voilà, finalement, il y a une émotion encore qui prend le dessus. C'est dingue l'impact que peut avoir toutes ces satanées émotions. Alors certes, elles sont pas toutes négatives, c'est certain, mais c'est celles qui vous gênent le plus pour avancer. Donc, faudrait arrêter de réfléchir, faudrait arrêter de penser, et
passer à l'action, faire les choses pour ne plus laisser ça traîner déjà d'une part, mais du coup pour éviter que ça s'accumule de trop dans une entreprise. Il y a tellement de choses qu'il y a à faire et qui sont désagréables, qu'on n'a pas envie de faire parce que notre zone de génie elle est pas de partout. Donc du coup, voilà, on perd du temps, on perd de l'énergie à cogiter, à reporter, à en faire un petit bout, puis on finira demain, etc. Tout ça, ça aide pas. Donc, partons de ce principe-là. Donc, 1, émotion, 2, réflexion, 3, ce qui va vous sauver, c'est l'organisation d'un planning, la mise en place d'un planning. Là, c'est pareil, j'ai eu l'occasion, il y a 2 jours, d'avoir une cliente qui ça fuse dans sa tête, dans tous les sens. Donc, elle est encore toujours sur cette approche du plus, du mieux, du encore meilleur, etc. Mais du coup, elle réfléchit beaucoup, elle écrit rien et elle positionne rien dans son agenda. Bilan des courses sur le mois qui s'est échu, elle n'a rien fait. Oui, j'ai pensé à ça, oui, mais vous comprenez, oui. Mais tout ça, au final, ne fait rien. Les pensées ne font pas avancer. Donc, on pourrait dire qu'elle se trouve, des excuses pour décaler le moment où elle va passer à l'action. Elle recule l'échéance. Alors, de son point de vue, ces excuses sont bonnes. De mon point de vue, en tant que coach, non, ces excuses, c'est vraiment des excuses et parce qu'elle a la frousse. Donc, à force de cogiter, on se met la pression. Le petit caillou qu'on avait à faire se transforme en montagne. Et du coup, on se sent dépassé par les événements. Et là, on a encore une excuse pour ne rien faire et pour décaler la mise en pratique. Donc, avoir un planning, c'est ce qui va vous sauver. Parce que le planning va permettre de caler des créneaux horaires, des choses à faire. Et comme il ne faut pas réfléchir parce qu'il faut les faire, du coup, adieu procrastination. On ne se laisse plus non plus ni l'occasion de laisser le pouvoir aux émotions. On ne laisse plus son cerveau partir dans tous les sens parce qu'on a un planning et le planning nous dit ce qu'il y a à faire. Alors, on peut avoir 10 tâches avec lesquelles il est nécessaire d'effectuer 10 actions. Donc, on a 100 actions à faire. Ok, pas de problème. Mais dans un planning bien organisé, bien cadré, on arrive à positionner toutes les 100 actions. Il n'y a aucun souci. Et on les fera toutes. Parce que ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est que au fur et à mesure que vous faites les actions, vous voyez votre avancement. Vous constatez que vous évoluez, vous constatez que vous effectuez des actions qui vous font terminer les tâches au fur et à mesure. Du coup, vous êtes plus confiant avec vous-même. Vous trouvez aussi peut-être que les actions sont plus faciles parce qu'en fait, vous ne dépassez que des petits cailloux au lieu de la grosse montagne. Et vous arrivez à accomplir vos tâches, même les tâches qui étaient les plus désagréables possibles. Donc le planning, c'est vraiment un outil salvateur. Sauf que là aussi, ça paraît une montagne à mettre en place, sauf que c'est hyper simple. Et une fois qu'il est calé, il n'y a que quelques ajustements à faire. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre peut-être 2-3 minutes tous les jours max. Il y a même des fois où moi, perso, je ne touche même pas mon planning. Je n'ai pas d'ajustement. Parce que c'est cadré, ça fait longtemps que je m'exerce, je valide. Ça fait longtemps que je cherche des astuces de travail, d'organisation d'agenda pour ne pas avoir à faire de retouches. Et je pourrais vous dire, grosso modo, ce que je dois faire dans 1 mois ou dans 6 mois. Mon planning est un planning de chef d'entreprise et de toute façon composé majoritairement de tâches répétitives, de tâches récurrentes. Donc une fois que c'est calé pour X semaines, mois, pour pas dire années, les choses évoluent au fur et à mesure. Donc la procrastination, là où certains le voient comme une difficulté à le gérer, là où certains pensent que la procrastination c'est vraiment leur plus gros défaut et qu'ils savent pas comment s'en débarrasser, en fait la procrastination, quelque part, c'est comme si elle n'existait pas. C'est juste que vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos pensées, vous écoutez des excuses, mais vous laissez le pouvoir à tout un tas de choses et vous le prenez absolument pas. Et vous ne prenez pas vos responsabilités. Donc finalement, c'est peut-être un peu, quelque part, un mythe, cette procrastination, parce que il a fallu y mettre un mot, donc on l'a mis, ok. Il y a des mots pour tout et pour rien. Merci la langue française. Mais finalement, non. Finalement, c'est juste que ça nous fait faire quelque chose, on doit faire du moins quelque chose qui nous fait pas super envie, certes, sauf que dans l'entreprise,
on n'a pas bien le choix. Hein, il faut faire ce qu'il faut faire pour pouvoir faire avancer son business. Donc, la procrastination, franchement, je pourrais presque dire que c'est un peu surfait, c'est le mot à la mode, etc. Là, depuis quelques temps, on en parle beaucoup. On le fait tous plus ou moins. De mon point de vue, j'étais pas une procrastinateuse professionnelle du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que de faire les choses qui me sont désagréables, etc., quand j'ai commencé à mettre en place mon planning, entre autres, mais à ne plus réfléchir et à faire ça, je me suis sentie nettement soulagée. Alors, je vous donne un exemple assez récent, j'en ai discuté il y a quelques minutes avant le live. Là, il y avait les déclarations d'impôts à faire. Donc, sur le principe, voilà, majoritairement, les gens n'aiment pas faire leurs déclarations d'impôts perso, etc. Moi, ça me dérange absolument pas. Parce que je me dis, une fois que c'est fait, c'est fait. Je dois le faire. En plus, il y a des deadlines, hein, donc on n'a pas bien le choix. Je dois le faire, je le fais et on n'en parle plus. Voilà. Donc là où j'entends les gens me dire, oui, mais c'est quand la date, la dernière limite? Ah, c'est demain. Ah bah alors je ferai demain matin. Non, bah ça fait déjà un mois et demi que vous êtes au courant qu'il y a la déclaration à faire. Faites-le d'entrée de jeu. Après, vous êtes débarrassé. Mais c'est aussi là que c'est intéressant parce que quand on procrastine, on fait tourner en tâche de fond une information dans le cerveau. Rappelle-toi que tu dois faire ça. Allez, donne-toi le courage, donne-toi de la motivation. Allez, faut le faire. Allez, lance-toi un défi. Demain, tu le fais. Et ça fait tourner le cerveau inutilement. Il a autre chose à faire, votre cerveau, dans votre entreprise, que de travailler comme ça, de pédaler sur des informations qui lui servent à rien. C'est juste des rappels. Bon, accessoirement, il y a le planning pour ça. Donc, faites-le. Comme ça, vous êtes débarrassé. Et vous verrez que vous serez hyper serein, hyper détendu, parce que tout est fait, entre guillemets, pas en temps et en heure, mais presque en avance. Et du coup, il n'y a plus rien qui traîne en tâche de fond. Il n'y a plus de choses que vous portez. Et vous êtes vachement plus serein. Vous êtes plus détendu, c'est fait, on peut passer à autre chose. Donc, la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui... voilà, sur lequel des fois on insiste de trop. Et qui pourtant est quelque chose qui peut être rectifié assez facilement. C'est même pas une habitude ou une mauvaise habitude, puisque sur le principe, c'est une question d'émotion et de réflexion. Donc, si ça n'est pas une mauvaise habitude, ça veut dire que on peut, une fois de plus, faire switcher son cerveau, regarder les choses sous un autre angle et avoir une approche un petit peu différente pour pouvoir passer à l'action sans que ça devienne quelque chose de lourd à porter ou sans que vous abîmiez, entre guillemets, votre estime de vous-même par cette mauvaise image de « je suis un procrastinateur professionnel ». Et du coup, ça permet de faire les choses sans plus jamais avoir cette espèce de contrainte-là, de défaut-là que vous vous imputez alors qu'il n'y a pas lieu d'être.